C'est donc l'information de la matinée. Selon Fox News, un troisième porte-avions américain serait donc en route. Oui, effectivement, il s'agit du George H.W. Bush qui doit rejoindre la zone de conflit d'ici un mois. Ce porte-avions fait partie de la puissante flotte des 11 porte-avions américains. Pour donner des points de comparaison vis-à-vis de notre Charles de Gaulle, eh bien, il fait 333 mètres, c'est-à-dire 70 mètres de plus que le porte-avions français. Il peut embarquer 6000 soldats contre 2000 pour le Charles de Gaulle ou encore avoir à son bord un maximum de 90 aéronefs contre 40 pour le Charles de Gaulle. Il ne se déplace pas seul. Il a avec lui tout un armada qui est à sa disposition pour le protéger, pour assurer son approvisionnement. 2 croiseurs, le Gettysburg et l'Anzio, 2 destroyers, le Meacher et le Truxtun, ainsi qu'une escadre aérienne chargée de sa protection. Une fois sur place, eh bien, il va rejoindre cet énorme dispositif américain, disons-le, puisqu'en ce moment, il croise en Atlantique et il doit se diriger, selon les médias américains, jusqu'en Méditerranée orientale. On a vu ces dernières heures des photos de la marine américaine témoigner du passage du Gerald Ford par le canal de Suez, qui est actuellement donc en mer Rouge. Et puis depuis quelques semaines, nous le savons, il y a l'USS Abraham Lincoln qui stationne en mer d'Arabie. Cet énorme dispositif voulu par le président américain est inédit depuis 2003, dernière grande armada américaine qui avait été déployée lors de la guerre d'Irak, où à l'époque il y avait non pas 3 mais bien 5 porte-avions déployés, le Kitty Hawk, Constellation, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln, Harry S. Truman. Là, 3 porte-avions, c'est signe de la détermination des Américains. Thomas Schnell, merci beaucoup Thomas. C'est de la pure pression ou Trump est vraiment à l'intention de les utiliser, ces bateaux? Alors il faut voir pourquoi il vient. Est-ce qu'il vient pour remplacer le Ford qui est en mer depuis 240 jours ou vient-il renforcer? C'est une hypothèse possible. C'est une hypothèse possible, on n'a pas la précision. Il y a aussi la possibilité, je crois qu'il est en mer depuis de 240 jours ou 250 jours aujourd'hui. Ouais. C'est absolument considérable, sans revoir les familles. Ils ont été au Venezuela avant, ils sont partis directement sur le Moyen-Orient. Ce sont les mêmes équipages qui ont vécu toutes ces étapes incroyables. Oui, absolument. Ils n'ont pas mis un pied à terre depuis le Venezuela, ou alors peut-être pendant l'escale en Crète, quand ils ont réparé les WC, etc. Mais autrement, ce sont les mêmes. Donc c'est une période à la mer qui est absolument considérable, et il est possible aussi qu'il va y avoir un échange de porte-avions. Mais si c'est un porte-avions supplémentaire, c'est une escalade supplémentaire, parce qu'on l'a dit, ça représente encore 90 aéronefs supplémentaires, dont vraisemblablement là-dessus une cinquantaine de chasseurs. Donc c'est encore une escalade dans la crise. Bon, ça continue d'avancer de façon inquiétante. Oui, et sur la carte, donc, je crois que le Gerald Ford arrive en mer Rouge. En fait, il a passé le canal de Suez. Donc effectivement, le George H.W. Bush va le remplacer en Méditerranée. Et regardez la carte. Maintenant, vous avez un porte-avions en mer d'Arabie, un porte-avions en Méditerranée au large d'Israël et du Liban, et un porte-avions en mer Rouge qui, certes, les équipages commencent à être fatigués, mais ça fait quand même une présence militaire extrêmement forte, et c'est important évidemment d'être en mer Rouge si jamais les Houthis essayaient d'entrer dans la danse. Donc là, j'ai envie de dire que les 3 porte-avions américains sont bien positionnés par rapport à la situation qu'on connaît depuis 8 jours. On a déjà connu des armadas pareilles, hormis la Seconde Guerre mondiale? Hormis la Seconde Guerre mondiale, non. D'abord, qui possède 3 porte-avions? Moi, je ne connais pas, nous on en a un seul. Et puis après, il n'y a pas de porte-avions, les autres ont des porte-aéronefs. Donc, je veux dire, les seuls... Donc la question ne se pose même pas. Mais non, la question ne se pose même pas. Excusez-moi d'être ridicule. La seule puissance au monde qui a 11 porte-avions nucléaires en plus de ce type-là, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et je rappelle quand même, pour faire un peu cocorico, que la seule nation qui possède aussi un porte-avions, c'est nous. Les autres n'ont que des porte-aéronefs à propulsion classique et qui, vous savez, qui décollent avec des rampes, qui n'ont pas de catapulte. Donc on consomme beaucoup plus au décollage et on emporte moins de munitions, donc les capacités de ces porte-aéronefs sont beaucoup moindres. Et seule la Chine fait un effort actuellement, ils vont développer leur premier porte-avions à catapulte électromagnétique et veut en construire 5-6 de porte-avions. Donc, mais ils n'en sont pas là pour le moment. Donc sur le plan des porte-avions, les États-Unis restent un modèle pour le moment que personne n'égale. Catapulte électromagnétique, excusez-moi, mais je vous avoue que... C'était des... Vous savez parfois... Non,
mais c'est terrible, on a l'impression qu'on parle de jouets, alors qu'on parle d'outils de mort et de guerre. Donc, Oui. Mais en fait, alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'affaire, mais avant c'était des catapultes à vapeur. Donc c'est un modèle tout à fait nouveau. Mais la catapulte est essentielle parce qu'elle empêche, elle catapulte, vous savez, comme un élastique finalement, l'avion, en lui économisant son carburant, en lui permettant d'avoir une emport en munitions beaucoup plus lourde, sans effort. C'est ça une catapulte. Et donc c'est ça qui est intéressant quand on a une catapulte. Sinon, vous décollez à pleine puissance et vous utilisez une partie de votre énergie et de votre carburant pour pouvoir décoller sur les espèces de plans inclinés qu'on voit notamment sur les porte-aéronefs britanniques. Ils en ont 2, et puis en plus ils ont une propulsion classique, donc ils doivent être ravitaillés en permanence sur le plan alors que nous, on a avec le nucléaire, vous tenez à la mer beaucoup plus longtemps. Bon, ça a l'air de vous passionner. Non, moi j'avoue que je suis passionnée par les ports d'avions. C'est intéressant parce que justement, ce que disait le général, le fait que la France et les États-Unis sont les seuls avec cette porte-avions nucléaire, ça veut dire qu'ils peuvent rester en mer. On parle de combien de temps ces pauvres marins américains sont en mer, mais ils n'ont pas besoin. Bon, il y a de la maintenance à faire, notamment sur les toilettes, et ça c'est problématique, mais ils peuvent rester parce qu'ils n'ont pas besoin d'être ravitaillés constamment. C'est vraiment des modèles de technologie, c'est des villes volantes, c'est la souveraineté qui flotte plutôt, ça vole pas. Mais c'est très important pour les Américains et pour les Français, pour le coup, parce qu'on n'a pas besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour faire décoller nos avions. Oui, sauf pour les avions qui consomment du carburant, donc il faut le ravitailler en carburant pour les avions, et puis bien entendu en nourriture pour l'équipage. Donc ça, mais c'est beaucoup plus. On n'est pas obligé de retourner au port, on n'est pas obligé. Voilà, donc ça donne une autonomie absolument considérable. On va retrouver tout de suite Marion Russell, notre envoyée spéciale en direct de Washington. Bonsoir Marion, merci de nous rejoindre dans l'émission. Donald Trump a-t-il vraiment pris sa décision et entend-il envoyer des troupes au sol ? Alors la décision de Donald Trump, elle ne semble pas être vraiment prise. Depuis plusieurs jours, le président des États-Unis use de quelques revirements, notamment dans la presse américaine. Alors il avait d'abord dit que c'était envisageable, ensuite que c'était une perte de temps, et puis les dernières nouvelles annoncent que dans une discussion privée à la Maison-Blanche, il aurait exprimé un intérêt sérieux, un intérêt marqué pour l'envoi de troupes au sol. Alors on ne parlerait alors pas d'un déploiement à grande échelle, mais plutôt d'envoi de commandos, de forces spéciales sur le sol iranien pour peut-être aller cibler des cibles iraniennes qui sont difficilement atteignables par les voies aériennes ou les voies navales. Également, éventuellement, reprendre la main sur le stock d'uranium qui est quelque part en Iran. Mais une autre hypothèse, c'est que ces groupes armés, ils pourraient aller en soutien, en support à des groupes armés à l'intérieur de l'Iran, locaux, et qui pourraient soutenir un renversement total de régime de l'intérieur. Ce sont les rumeurs qui sont divulguées dans la presse américaine. On a un peu l'impression que Donald Trump, il est en train d'essayer de jauger un petit peu la réaction qu'il pourrait y avoir du côté de l'opinion publique et aussi du champ politique à cette idée, parce qu'ici déployer des troupes, forcément ça a un sens tout particulier. Les Américains ont un passé avec le déploiement de troupes à l'étranger, et Donald Trump, il a aussi un enjeu électoral à venir. Dans 8 mois, ce sont les élections de mi-mandat, et forcément cette opinion publique, cette possible défiance de son électorat, c'est une inquiétude pour le président des Américains. Merci beaucoup Marion Russell en direct de Washington. Les troupes au sol, mais pourquoi faire ? C'est peut-être ça la grande question, non ? Alors, plusieurs choses. D'abord, tout à l'heure, vous posiez la question de savoir si on avait déjà vu pareil Armada depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et en réalité, la réponse est oui, bien évidemment que oui. En 2003, et on l'a vu, et il faut le dire, il y avait 5 porte-avions qui étaient déployés par les Américains. Donc le dispositif, à la fois en 91 et en 2003, il est déjà largement supérieur au dispositif actuel. Et là, je ne prends pas en compte les troupes au sol, puisque c'est le sujet sur lequel vous voulez venir. Mais je pense, et on l'entendait de la part de notre correspondante à Washington à l'instant, qu'on est en fait, Donald Trump, il se comporte en matière géopolitique et particulièrement sur cette histoire comme en fait un saxophoniste qui joue dans un groupe de jazz. C'est-à-dire c'est syncopé, c'est improvisé. Franchement, là pour le coup, j'ai du mal à voir du génie, donc c'est du très mauvais jazz. Et ça montre une totale impréparation, une inconséquence avec, et regardez ces 3 porte-avions, la manière dont ils sont disposés entre la Méditerranée orientale, la mer Rouge et la mer d'Oman, ou plutôt l'océan Indien, une zone qui est prise en tenaille, qui fait 5 millions de kilomètres carrés. C'est à peu près l'équivalent de l'Europe des 27. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec ce dispositif-là, vous protégez tous les intérêts qu'il y a à protéger ? La réponse, on la connaît, c'est non. Donc ça reste insuffisant. Donc Donald Trump, dans ce moment, c'est comme au poker, il se dit, bon,
coup de bluff, je continue d'avancer, mais les Iraniens ne tombent pas dans ce jeu. Regardez ce qui est en train de sortir de Téhéran en ce moment, notamment de la part du président Pezeshkian. Donc, est-ce qu'il va le faire ? Il ne le sait pas, donc moi non plus. Personne ici ne le sait. C'est possible, mais ça ne résoudra toujours pas les immenses problèmes auxquels les Américains et leurs alliés, qui sont très en colère, sont dans la région. La situation est aussi grave que ça, j'allais vous dire, dans la légèreté que nous suggère Gallagher. Moi, je suis pas du tout du même avis que Gallagher. Alors, sur Trump, je pense que Trump mesure pas forcément la situation. Je pense que, par contre, les militaires qui lui donnent des options mesurent beaucoup plus la situation. Oui. Et je fais confiance beaucoup plus au chef d'état-major et d'avoir des plans. Il faut ne pas oublier que c'est quand même un ennemi, on va dire, en tout cas depuis 79, sur lequel les Américains, les militaires américains se sont mis dans la planification, dans tout ce qui est exercice. Est-ce que c'est parfait ? Clairement pas. Je pense qu'il n'y a pas d'opération parfaite et on l'a vu dans le passé. Mais je pense qu'il faut se méfier de dire qu'ils vont dans le mur. Effectivement, bon, moi je rejoins pas Gallagher sur le discours du président iranien. Ça a aussi causé un certain nombre. Enfin, il n'y a pas de dégringolade des attaques sur Dubaï qu'on a vu tout à l'heure, l'explosion et autres. Donc je pense le temps le dira. Si c'est aussi improvisé que ça de la part des militaires, je dis bien de la part des militaires et pas de la part de Donald Trump. Oui, moi... Je vous laisse réagir parce que c'est intéressant votre débat. Oui, bien sûr. En l'occurrence, les militaires, ils répondent aux politiques. C'est Donald Trump, le commander-in-chief. C'est lui le patron. Et donc, on sait très bien qu'avant le déclenchement de cette opération, le chef d'état-major, Dan Kane, il fait fuiter le fait que parmi les options qu'il a proposées, il a bien expliqué au président, ça va être très compliqué et on va avoir des pertes. Ce que Donald Trump a reconnu dans la vidéo qu'il publie, 8 minutes, dans la nuit de vendredi à samedi, au moment du déclenchement. Il dit, vous savez quoi, il y aura des pertes. Et là, il l'a redit. Donc, effectivement, vous pouvez faire confiance aux militaires, mais c'est Donald Trump qui décide. Et dans ce rapport de force, Donald Trump, il a montré qu'il n'aime pas qu'on lui dise non, y compris quand on a beaucoup d'étoiles et de galons sur les épaules. Moi, je suis absolument d'accord avec ça. C'est-à-dire que les militaires ont certainement donné toutes les options à Donald Trump. En fait, vous avez tous les deux raison. Oui. Les militaires ne peuvent pas avoir pas prévu, non mais ont bien compris les limites de l'opération. Non mais sérieusement, c'est quand même c'est une armée qui a une grosse expérience opérationnelle, etc. Ils voulaient quelque chose de court, décisif et sans enlisement. Or, on sait très bien que si c'est court, c'est pas décisif, et si c'est décisif, ça ne se passe jamais comme ça. Et ça implique une possibilité d'enlisement. Or, visiblement, sans doute même a-t-il exigé tout ça à la fois. Et on se souvient que Dan Kane, avant le déclenchement de l'opération, avait quelques réserves sur cette opération. Et il est très possible qu'il lui ait dit, Sir, votre affaire, ça colle pas totalement. Si on ne viendra pas à bout d'un pays comme ça, uniquement avec une marine et une aviation, et si vous voulez véritablement quelque chose, ça va durer, il faudra des troupes au sol. Et visiblement, Donald Trump a sans doute dit, on verra bien, on va voir si on les met à raison. D'ailleurs, ils sont déjà, Whitcomb, on se souvient, avait dit je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas rendus avant le début de l'opération. Je rappelle juste que les militaires, ils demandent à Donald Trump c'est quoi les objectifs de la mission. Et on les attend encore, les objectifs. Voilà, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il voulait, et c'est ça sans doute qui fait le hiatus. Mais les plans militaires, ils existent forcément. En fait, Grégory Phillips. Je pense que c'est ça le vrai problème, c'est qu'on peut s'interroger sur la stratégie de Trump ou du Pentagone, mais quel est le but militaire de cette opération depuis le début? Personne ne le sait. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive pas à le comprendre. Débarrasser le Moyen-Orient ou le monde de la menace nucléaire, renverser le régime, tuer Khamenei, bon ça c'est fait, récupérer les 460 kilos d'uranium enrichi et faire en sorte que jamais l'Iran ne puisse par exemple en faire une bombe sale, envoyer des troupes au sol et renverser complètement le régime. Honnêtement, je trouve que c'est ça la difficulté au-delà de la stratégie, mais quand Trump appuie sur le bouton il y a maintenant une semaine, c'est dans quel but et pour quelle raison. Et puis sur les pertes Gallagher, vous avez raison, il a prévenu dès le début qu'il y en aurait parce que c'est ce que lui a dit le chef d'état-major. Il l'a répété encore ce matin dans un discours à Miami. Là, il va aller les accueillir. Et dans une heure, il va être confronté à cette réalité-là de voir des cercueils. Ça, ce sont ses pertes. De voir des cercueils avec la bannière étoilée arriver sur la base militaire du Delaware. Et là, il va être confronté à cette réalité à laquelle il essayait depuis le début de préparer les Américains. Bon, en tout cas, Donald, lui, est assez satisfait de Trump. Il se donne comme note 15 sur 10. De 0 à 10, comment est-ce qu'on s'en sort? Et moi, je réponds peut-être 15 sur 10. Avec 10 sur 10 étant la meilleure note. Quoi qu'il en soit, c'est une chose qu'il fallait faire. Et je crois que nous le faisons correctement.
Bon, alors on est la limite on a envie de rire, on est embarrassé, on parle quand même de l'avenir du monde d'une certaine façon. Et enfin voilà, quand il fait des sorties comme ça, quel est son propos, quel est son but, est-ce qu'il faut le prendre au premier degré, enfin... Non, est-ce que vous faites confiance sur une affaire aussi sensible et gravissime à un type qui vient de dire ça? Et c'est lui qui dit aux militaires ce qu'il faut faire. C'est lui qui donne les ordres. Hein. C'est lui qui est tout en haut. Et cette semaine, et Grégory Phillips y faisait référence, vous avez Marco Rubio qui vient au Congrès, qui commence par dire que la raison pour laquelle les Américains sont rentrés en guerre, c'est parce qu'ils savaient que les Israéliens allaient attaquer, que les Iraniens allaient réagir et donc attaquer les intérêts américains. Donc les Américains, ils sont allés. Première chose, premier scandale. Deuxième chose, Marco Rubio, et je cite ce qu'il dit, on est là pour démolir le balistique et la marine. Oui. Je vous laisse imaginer le caractère impressionnant, je suis ironique, de la marine iranienne. Pete Hegseth, dans la foulée, conférence de presse conjointe avec le chef d'état-major des armées américains, Dan Kane, il dit, je cite le verbatim, ce n'est pas un exercice de construction démocratique. Donc on n'est pas là pour faire advenir la démocratie. Dans la foulée, on a Donald Trump, ça c'était il y a 24 heures, qui appelle Dana Bash sur CNN, qui dit, vous savez quoi ? S'il y a un leader religieux qui prend le relais, en gros c'est la version d'Elcy Rodriguez, la numéro 2 du régime vénézuélien, mais en Iran, ça ne me dérange pas. Donc, et là, à l'instant, Donald Trump, dans un moment qui n'a rien à voir, puisqu'il est avec des leaders d'Amérique du Sud et centrale pour discuter de lutte contre le narcotrafic, qui dit qu'il se donne 15 sur 10. Bon. Je ne sais pas sur quels critères. C'est-à-dire que sans but exprimé, il est quand même... il est toujours sûr de les atteindre. C'est un petit peu comme Vladimir Poutine avec l'opération militaire spéciale qui nous dit les objectifs seront atteints. À partir du moment où on n'a pas défini des objectifs dès le départ, on est sûr de ne pas être pris en défaut. Donc les objectifs, il peut les corriger au jour le jour en fonction de ses résultats. Il peut très bien dire demain, j'ai tué Khamenei et puis maintenant on s'en va. La situation est sous contrôle et je délègue aux Israéliens pour terminer cette guerre. Ça, il peut le dire également parce que les buts ne sont pas exprimés clairement comme ça a été dit. Regardez, après la guerre des 12 jours, il a dit on a gagné, on arrête, on a oblitéré le programme nucléaire iranien. Il semble que ce soit un peu éloigné de la réalité et que par exemple sur les 460 kilos d'uranium, on ne sait toujours pas où ils sont.